Je veux m'adresser dans cet hémicycle à tous ceux pour lesquels la défense nationale, c'est pour une nation la volonté de se défendre. Je veux m'adresser à tous ceux, sur tous les bancs de cette Assemblée, qui perçoivent le lien profond et mystérieux qui rattache cette volonté de se défendre à la conscience d'une destinée commune qui est le fondement même de la nation. Ceux qui veulent en finir avec la nation, avec ce seul bien de ceux qui n'ont rien, comme disait Jaurès, ceux qui n'éprouvent pas une sourde angoisse en découvrant cette lente dérive collective de la raison qui conduit à ne plus accorder aucune valeur à ce sur quoi on ne peut pas mettre un prix. Ceux qui ne perçoivent pas ce qui distingue profondément le soldat du mercenaire. Ceux pour lesquels cette parole d'un jeune soldat mort au combat en 1915 n'a aucune signification. Auparavant, j'aimais la France d'un amour sincère. Encore qu'un peu dilettante, il a fallu cette horreur pour sortir tout ce qu'il y a de filial et de profond dans les liens qui m'unissent à mon pays. Ceux qui ne voient dans toute chose que son utilité immédiate. Ceux dont le raisonnement est borné par ce qui est tout de suite mesurable, ceux-là, je le sais, ne m'entendront pas. À tous les autres, à droite et à gauche, je demande, face à ce texte, de prendre conscience de la nécessité vitale que nous avons de penser autrement. On fait toujours semblant de prendre comme point de départ de la réflexion les besoins de la défense. En vérité, le point de départ est toujours l'exigence comptable, de sorte que ce qui devrait être le point d'arrivée est le point de départ. La valeur de notre armée est conditionnée par la qualité de son équipement, soit, mais elle l'est aussi, elle l'est d'abord par la valeur de ceux qui ont choisi de servir. Le soldat obéit et risque sa vie, c'est le destin qu'il s'est choisi, mais pour ce destin, il mérite un respect particulier. Une grande nation, une vieille nation comme la nôtre, qui s'est construite sur tant de sang versé, ne peut mépriser ses soldats sans se déshonorer. Et que reste-t-il d'une nation qui n'a plus d'honneur, qui n'a plus la fierté d'elle-même? Après les saignées précédentes dans les effectifs, qui ne sont même pas achevés, comment expliquer à ces femmes et à ces hommes qui, au péril de leur vie, si c'est nécessaire, ont la charge de défendre notre honneur et notre indépendance? Comment leur expliquer qu'on les tienne pour de simples variables d'ajustement budgétaire et comptable, tout en sachant que l'on peut leur demander un jour l'ultime sacrifice auquel ils ont par avance consenti? Car la question est toujours la même, jusqu'où ira-t-on? Où s'arrêtera-t-on? Bien sûr, après la décolonisation, une longue période de reconfiguration de notre appareil de défense s'imposait. Mais ce que nous faisons est-il encore raisonnable? Est-il respectueux de nos soldats? Le comptable qui raye d'un trait de plume sans état d'âme un régiment, mesure-t-il la perte que cela représente? Mesure-t-il ce qu'un régiment recèle de tradition, de valeurs et de mémoire? Mesure-t-il l'atteinte portée à l'identité et à l'équilibre d'un territoire, d'une ville? Le comptable qui juge que le défilé du 14 juillet ou la garde républicaine coûte trop cher, a-t-il bien conscience de ce que ferait perdre leur suppression? Quel prix accorde-t-il à l'âme d'un peuple? Comprend-il même ce que cela signifie? Quand nous aurons tout liquidé, les bateaux, les avions, fermé les bases et les régiments, serons-nous plus riches, plus prospères? Nos finances publiques seront-elles rétablies? La réponse est non, car l'économie et la société n'obéissent pas à une arithmétique comptable. Depuis que nous taillons aveuglément dans les budgets de la défense, nos déficits publics se sont-ils réduits? Non, ils ont augmenté.